10 000 sans-papiers selon la terminologie, alors que le pays compte déjà environ 650 000 immigrés clandestins, auxquels s'ajoutent bien sûr 4 millions d'étrangers en situation régulière. Si nous n'avions plus d'illusions sur le mouvement baptisé l'Alliance nationale dirigée par Gianfranco Fini, qui a bien oublié l'élection de 100 mètres Georges Almirante, que font nos amis, je l'avoue franchement, je me pose la question, de la Ligue du Nord ou de la Ligue d'Ombard dans ce gouvernement? Ont-ils été trompés ou se sont-ils fourvoyés? Mais, comme si cette menaçante épée de Damoclès qui pend sur nos têtes ne suffisait pas, nos pays sont aussi victimes d'une décadence démographique sans précédent. L'indice synthétique de fécondité. Alors pardonnez-moi, mesdames, pour ce mot parpaing, sa froideur technocratique, mais c'est le mot qui convient, n'est plus par exemple que de 1,3 en Allemagne, tout comme en Espagne, où l'on doit recruter dans les pays d'Amérique latine des hommes pour remplir les effectifs de l'exercito. 1,2 en Italie, quand même, l'Italie. 1,7 seulement en Finlande. Mais que diable font-ils sous la couette pendant leur hiver rigoureux? Et puis, pour se rassurer, il y a l'Irlande, 2. C'est presque le seuil de renouvellement des générations, mais l'Irlande, ce n'est que 3 à 4 millions d'habitants. Et puis il y a alors la cocorico, la France, 1,8. Eh oui, 1,8, mes amis, c'est presque 2,2. Mais si nous redressons timidement la barre, pour ce dernier pays, nous savons à qui nous devons la contribution à ce chiffre. Alors, comme un malheur n'arrive jamais seul, bien entendu, les métastases de mai 68 continuent d'exercer leur ravage. Hédonisme, égoïsme, décadence morale, échec scolaire généralisé. J'en dirai pas plus parce que mon épouse est une ancienne du métier. Architecture désincarnée. Bien trop souvent, qu'est-ce que c'est? L'art. Une peinture et des sculptures ignobles qui font la joie et le peur des galeries d'art pour gogos et bobos, tous ceux du tout Paris tout pourri. Corollaire de l'immigration, mes amis, une islamisation, ça a été évoqué tout à l'heure par Pierre, une islamisation de moins en moins rampante et de plus en plus conquérante qui nous promet des lendemains de tinitude si nous n'y prenons garde. J'arrête là ces mauvaises nouvelles pour ne pas gâcher votre soirée, mais, mes chers amis, mesdames et messieurs, l'heure, effectivement, est grave, et il n'est pas loin, selon la formule consacrée, d'être minuit. Alors, je le dis avec solennité et même tristesse, et je pense à toi, Pierre, il y a beaucoup d'autres, comme Roger. Je le dis avec tristesse, pour moi, qui ai très longtemps cru au un drapeau, 3 couleurs, aujourd'hui, pour moi, c'est fini. La capacité assimilationniste française est épuisée, elle est submergée par le nombre. Je crois que, avec amour et admiration, il nous faut tourner la page et abandonner un modèle qui fut cher à nos cœurs. Les images d'Épinal de notre bel empire sont à ranger avec les albums jaunis de nos grands-mères. Et je le dis encore avec tristesse, car l'Union française, puis l'éphémère communauté française, bercèrent mon enfance puis mon adolescence. Je voyais avec ravissement toutes ces taches roses sur le planisphère et je lisais avec gourmandise AOF, AEF. Je voyais Dakar, ce petit point à la pointe occidentale du Sénégal, quand j'avais 10-12 ans, en me disant « Est-ce qu'un jour je pourrais y aller ?» Oui, j'y suis allé, mais c'était plus la Dakar française. C'était la Dakar qui produit des gens comme Ramayal. Alors vous voyez, mes chers amis, que l'histoire a tourné. L'heure est grave, et je pense que l'heure est maintenant aux grands ensembles, car, quoi qu'on puisse penser de l'Europe, où nous disparaîtrons séparément un par un, où nous nous sauverons tous ensemble. Il faut accepter, et là je le dis à mes amis souverainistes, je le dis par pragmatisme, il faut accepter que les États délèguent une partie de leurs compétences à une instance intergouvernementale, d'une façon révocable, bien entendu, mais déterminée. Il est temps que les nains de Bruxelles cessent de nous importuner avec, par exemple, le diamètre des jantes en alliage ou
le degré de courbure des concombres. Et oui, c'est vrai, j'invente rien. Et il faut que l'Union européenne se consacre à ce qui devrait être de son exclusif niveau, à savoir la monnaie, la diplomatie et la défense. Le reste étant de l'exclusive compétence des États souverains. Il y a, c'est vrai, de timides avancées dans ces domaines. J'ai perdu ma page. Il y a de timides avancées dans ces domaines, disais-je, mais toujours exercées dans le cadre du carcan bruxellois. N'est-il pas temps pour nous autres, peuples européens, de prendre en main notre destin et d'assurer une défense collective débarrassée de l'encombrante tutelle américaine, qui fut, et là je m'inscris en faux vis-à-vis de mon camarade Nicolas, qui fut, il est vrai, nécessaire un certain temps entre 1945 et 1990, quand nous pétions de trouille devant les troupes soviétiques. Et là, je parle en tant qu'ancien troufion des forces françaises en Allemagne, et je vous dis que si les blindés soviétiques avaient traversé la ligne, eh bien, nous n'aurions pas été fiers avec ce que nous avions à mettre en face. Alors, il faut, par honnêteté, par souci de vérité historique, reconnaître que l'allié américain a eu une certaine utilité pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, nous sommes grands, nous ne craignons plus la barbarie soviétique, car le communisme est tombé à l'Est, et donc nous pouvons vivre et évoluer de nos propres ailes. D'autant que les Américains sont de redoutables concurrents. Les peuples fatigués, abrutis du vieux continent vont-ils comprendre tout cela? Comprendront-ils la leçon? Et si certains ne marchaient pas à la même allure, étant plus atlantistes que d'autres, d'ailleurs, il faut bien comprendre les Pays-Bas ou la Pologne. Ils sont ultra pro-américains, mais ces pays-là ont vécu sous la botte soviétique pendant tant d'années qu'ils ne voient que dans la puissance américaine un éventuel protecteur, même si c'est illusoire. Voilà pourquoi les Polonais ou les Tchèques acceptent cette espèce de cadeau empoisonné américain, comment dirais-je, ce filet protecteur contre une éventuelle menace dite iranienne, alors qu'on sait pertinemment que c'est tourné vers la Russie. Donc, mes amis, si nous devons tenir compte de la psychologie des pays de l'Est, nous ne devons pas arrêter notre marche en avant vers la construction européenne. Si le Royaume-Uni, trop atlantiste, ne souhaite pas marcher à la même allure que une ligne, par exemple, Rome, Paris, Berlin, Madrid, eh bien, tant pis, faisons l'Europe à géographie variable. Que ceux qui veulent s'unir autour d'un projet commun le fassent, et les autres nous rejoindront après. Clarifions nos relations entre l'Union de l'Europe occidentale, l'UEO, et l'OTAN, et faisons en sorte que ceux qui le veulent puissent quitter progressivement l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est encore sous commandement américain, pour créer un pôle de défense européen. Et tout ça doit se faire d'une façon évolutive et pragmatique. On ne cassera pas la baraque d'un seul coup. Pactisons avec la Fédération de Russie, qui est un partenaire géostratégique essentiel, sans renoncer les uns et les autres à ce que nous sommes, car l'immense Russie est à la fois européenne, elle est aussi asiatique, et elle n'a pas vocation à être l'un des membres de l'Union européenne, comme la Turquie d'ailleurs, n'a aucune vocation à être membre de l'Union européenne, mais ces deux pays-là ont vocation, l'un et l'autre, pour les services qu'ils nous rendraient en termes de géopolitique, à être à côté de l'Europe unie. Alors, mes chers amis, nous avons eu l'Europe romaine, l'Europe carolingienne, l'Europe de Charles Quint, l'Europe napoléonienne, l'Europe du Troisième Reich, et puis l'Europe divisée de Yalta. N'est-il pas temps vraiment d'organiser le continent, d'en faire aujourd'hui une zone pacifiée, énergique, qui puisse régler ses conflits identitaires, qui stoppe l'immigration sans faiblesse, sans être toutefois pour autant, j'insiste là-dessus, parce qu'il y va de notre intérêt, sans être toutefois pour autant égoïste et sourd aux appels d'un certain tiers-monde qui voudrait se responsabiliser et à qui nous devrions réserver une aide proportionnelle aux efforts que ce tiers-monde fournirait pour maîtriser sa démographie. Il y va de notre intérêt de fixer ces populations. Et je le redis, comme je l'avais dit, je crois, lors d'une réunion précédente, mieux vaut construire des HLM à Brazzaville plutôt qu'à Sartrouville. Enfin, je vais conclure.
Mesdames et messieurs, j'affirme tout simplement que nous, peuple européen, ce qui nous rassemble est tout de même plus fort que ce qui nous sépare, car nous sommes tous des frères.